L'an 53 avant notre ère. Le sable brûlant de Mésopotamie absorbe le sang plus vite que l'eau ne pénètre dans une éponge sèche. Ici, sous un soleil impitoyable, gît le corps décapité d'un homme qui, encore hier, pouvait acheter n'importe quelle ville du monde connu. Il s'appelait Marcus Licinius Crassus, et il était le citoyen le plus riche de Rome de toute son histoire. Mais l'or ne protège pas des flèches, et l'influence politique n'arrête pas la charge de la cavalerie. 7 légions, 40 000 guerriers d'élite, se sont transformés en poussière à cause des ambitions d'un vieillard qui refusait de vieillir. Comment se fait-il que la meilleure infanterie de l'Antiquité, qui avait conquis la Méditerranée, se soit révélée impuissante face à des cavaliers qui n'engageaient même pas le combat au corps à corps? La réponse à cette question réside non seulement dans la tactique, mais aussi dans l'erreur fatale que nous commettons encore aujourd'hui. La confiance que l'argent peut remplacer la compétence. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi même l'épée la plus aiguisée est inutile si la main qui la tient tremble d'avidité. Et vous vous demanderez, auriez-vous pu reconnaître le piège dans lequel a marché ce géant? L'histoire de cette catastrophe a commencé non dans le désert, mais dans les salles de marbre de Rome, où l'envie rongeait l'âme d'un général de 60 ans. Marcus Crassus était déjà entré dans l'histoire comme l'homme qui avait réprimé la révolte de Spartacus. Mais cela ne lui suffisait pas. Tandis que ses alliés de la lutte politique partageaient la gloire, Crassus comptait ses pièces, et le tintement de l'or étouffait la voix de la raison. Plutarque, dans ses vies parallèles, indique que la fortune de Crassus était estimée à 7 000 talents, ce qui, converti en unités compréhensibles, équivalait au budget annuel d'un État entier. Il possédait des mines d'argent, des maisons et même des brigades de pompiers. Mais il ne possédait pas l'essentiel, un triomphe militaire récent. Ses rivaux, Pompée le Grand et Jules César, retentissaient dans toute la République par leur victoire. César conquérait la Gaule, envoyant à Rome des rapports sur des milliers de barbares tués, tandis que Pompée avait nettoyé les mers des pirates. Crassus se sentait oublié, comme un vieux lion dont les dents étaient tombées, mais dont le rugissement subsistait. Pour maintenir le pouvoir, ces trois-là formèrent une alliance politique secrète, se partageant la gestion de l'immense République. Cette alliance informelle mais puissante de trois politiciens pour s'emparer du pouvoir s'appelait Triumvirat. Dans leurs mains étaient les tribunaux, l'armée et le trésor. Mais au sein de cette alliance mûrissait une rivalité mortelle qui poussait chacun d'eux à des actes insensés pour surpasser les partenaires. Crassus regardait la carte de l'Est non comme un stratège évaluant les menaces, mais comme un marchand, voyant un entrepôt abandonné rempli de marchandises. Sa cible devint le royaume parthe, un immense empire, héritier de l'empire perse, s'étendant de l'Euphrate à l'Indus. La partie ne menaçait pas Rome, elle respectait les traités de paix. Mais pour Crassus, ce n'était qu'un prétexte. Plus la victime est riche, plus la victoire est douce. L'historien antique Appien souligne que cette guerre n'avait aucun motif légitime, hormis la soif personnelle de profit et de gloire d'un seul homme. Le peuple romain, fatigué des guerres interminables, ne comprenait pas pourquoi il fallait aller aux confins du monde pour tuer des gens qui n'avaient rien fait de mal à Rome. La préparation de la campagne fut accompagnée d'omens sinistres, que les Romains superstitieux prenaient plus au sérieux que les renseignements de reconnaissance. Lorsque Crassus quittait Rome, le tribun Atteius Capiton, farouche opposant à cette guerre, l'intercepta aux portes de la ville. C'était une scène digne d'une tragédie grecque. Le tribun alluma un brasier au milieu de la route et, en jetant des encens dans le feu, hurlait d'effrayantes malédictions, invoquant les dieux souterrains comme témoins de la folie du général. La fumée de l'autel se mêlait à la poussière soulevée par des milliers de sandales de légionnaires, créant une atmosphère étouffante de condamnation, même avant que l'armée ne quitte l'Italie. Cependant, Crassus était sourd aux avertissements des dieux et des hommes. Dans ses oreilles,
résonnaient seulement les futures ovations de la foule. Il ordonna un vaste recrutement de soldats, rassemblant sous ses aigles tous ceux qu'il pouvait trouver. La procédure de conscription forcée des citoyens pour le service militaire dans les légions s'appelait dilectus. Habituellement, on prenait des vétérans expérimentés pour les légions. Mais cette fois, se hâtant vers son destin, Crassus enrôla beaucoup de recrues qui avaient à peine appris à tenir la formation. 7 légions, c'était une force immense, capable d'écraser n'importe quel État en Europe. Mais la partie était un autre monde. Un monde où les armures d'acier se transformaient en fours pour rôtir la chair humaine. Arrivé en Syrie, qui devint la base pour l'invasion, Crassus, au lieu d'entraînement et de reconnaissance, s'occupa de ce qu'il savait faire le mieux, compter l'argent. Les historiens notent qu'il passa plusieurs mois à parcourir les temples locaux et à confisquer les trésors. Dans le temple de Jérusalem, il prit de l'or pour une valeur de 10 000 talents, violant tous les serments imaginables. Ce comportement convenait non pas à un général se préparant à un combat à mort, mais à un collecteur d'impôts arrivé dans une province soumise. Il se comportait comme si la guerre était déjà gagnée, et l'ennemi n'était qu'une jeune mineure sur le chemin du trésor. Pendant ce temps, le roi Parthe Orodès II, apprenant l'invasion, envoya des ambassadeurs à Crassus. La rencontre se déroula dans une atmosphère tendue. Les Parthes, grands et fiers, regardaient le Romain âgé avec une surprise non dissimulée. Ils demandèrent pourquoi Rome violait le traité de paix. Crassus, plein d'arrogance, répondit « Je vous donnerai la réponse à celle-ci », faisant référence à la capitale de la partie. À cela, l'ambassadeur Parthe, souriant, tendit la paume de sa main et prononça la phrase devenue légendaire. « Plutôt des cheveux pousseront ici, Crassus, que tu ne vois celle-ci. » Ce fut le dernier avertissement que le destin envoya au général romain. Mais ses yeux étaient voilés par un brouillard de suffisance. L'armée romaine se préparait à traverser l'Euphrate, grand fleuve servant de frontière naturelle entre les mondes. 40 000 hommes, infanterie lourde, enveloppée de cottes de mailles et de casques, 4 000 cavaliers et 4 000 tireurs légers. La terre tremblait sous leurs pieds, et l'éclat de leurs armes était visible à des kilomètres. Il semblait que rien ne pouvait arrêter cette machine de mort en fer. Mais dans le désert, les règles auxquelles les Romains étaient habitués dans les forêts de Gaule ou les montagnes d'Italie ne s'appliquaient pas. Ici, l'ennemi n'engage pas le combat face à face, et l'espace et la soif tuent plus sûrement que l'épée. Le premier pas à travers la rivière devint le point de non-retour, séparant les vivants des morts. Une fois la rivière traversée, les légionnaires se retrouvèrent dans un monde où chaque pas était un effort, comme si la gravité y était plus forte qu'en Italie. Imaginez un marathonien qui doit courir sur de l'asphalte brûlant, portant un adulte sur les épaules, et ainsi jour après jour, sans espoir de repos. Chaque légionnaire romain portait non seulement armure et armes, mais aussi outils pour le camp, pieux pour la palissade et provisions pour plusieurs jours. Cet lourd équipement de marche, qui altérait définitivement la posture du soldat, s'appelait sarcina. Le poids total de l'équipement atteignait 40 kg, et sous le soleil brûlant de Mésopotamie, cette charge transformait l'homme en animal de somme mourant lentement. Les reconstructions modernes de marche montrent que sous une telle charge et une température supérieure à 30 degrés, l'organisme perd jusqu'à 1 litre d'eau par heure, mais les Romains manquaient d'eau. Le bon sens exigeait de rester près de la seule source de vie dans cet enfer, le fleuve Euphrate. Les officiers expérimentés du quartier général de Crassus le suppliaient de ne pas s'éloigner de l'eau, car le fleuve assurait non seulement de l'eau potable, mais aussi un chemin sûr pour les navires chargés de grains qui suivaient l'armée. La principale voix de la raison était le jeune mais talentueux officier Gai Cassius Lonzin,
futur assassin de César, qui tentait d'arrêter la folie de son commandant. Dans l'armée romaine, cet homme occupait le poste de questeur. Ce n'était pas simplement un trésorier responsable des finances, mais aussi le vrai adjoint du commandant, chargé de l'intendance de la troupe. Cassius pointait les cartes et insistait. « Tant que nous avons la rivière sur un flanc, on ne peut pas nous encercler. » Mais Crassus ne regardait pas les cartes, mais l'homme qui lui promettait une victoire facile. Dans le camp des Romains apparut un chef local nommé Ariamène, dans d'autres sources Abgar, qui semblait l'envoyé de la chance elle-même. Il était charmant, parlait grec, et assurait qu'il avait servi le grand Pompée auparavant, ce qui fit fondre immédiatement la glace de la méfiance de Crassus. Ariamène fut sans doute l'arme la plus efficace des Parthes dans cette guerre, encore avant que la première flèche ne soit tirée. Cet homme, jouant le rôle d'allié fidèle, était en réalité un double agent dont la mission consistait à attirer les Romains dans un piège. Il mentait de manière convaincante, racontant que les Parthes, en panique, chargeaient leurs trésors et fuyaient au cœur du pays, et que si Crassus ne se hâtait pas, la proie s'échapperait. Pour le général avide, l'idée d'un or manqué était plus terrible que la mort. Croyant le traître, Crassus donna l'ordre qui devint la sentence de mort pour des dizaines de milliers d'hommes. Quitter le fleuve Salvateur pour s'enfoncer dans la steppe sans eau. L'armée s'étira en un serpent géant, rampant vers nulle part, soulevant des nuages de poussière qui obstruaient poumons et yeux. Cette formation de marche, vulnérable aux attaques sur les flancs en mouvement, s'appelait Agmène. L'historien Plutarque décrit avec horreur cette marche. La route, qui semblait d'abord commode, fut bientôt remplacée par un sable profond, une plaine sans arbres, sans eau et sans fin. Les yeux des soldats pleuraient sous la lumière éblouissante, et l'horizon tremblait dans la brume de chaleur, cachant ce qui les attendait devant. C'était comme si on envoyait une division d'infanterie moderne dans le Sahara sans GPS et avec une réserve d'eau limitée, en se fiant à un passant au hasard. Plus ils s'éloignaient, plus étrange se comportait leur guide Ariamène. Il pressait tantôt les soldats épuisés en plaisantant sur leur lenteur, tantôt disparaissait, soi-disant pour une reconnaissance, et en réalité, pour rapporter à l'ennemi chaque pas des Romains. Quand les Romains s'enfoncèrent définitivement dans le désert, le guide disparut pour toujours, les laissant seuls dans l'océan de sable. Et là, le désert, qui semblait jusqu'alors mort, commença à donner des signes de vie. Les éclaireurs revenus, les rares survivants des détachements envoyés en avant, apportèrent de terribles nouvelles. Ils rapportèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ennemis en fuite paniquée, dont parlait le traître. Au lieu de cela, ils étaient tombés sur des patrouilles organisées qui tuaient tous ceux qui s'éloignaient de la colonne principale. L'illusion d'une promenade facile s'effondra instantanément. Crassus, qui encore ce matin rêvait de triomphe, se rendit soudain compte qu'il se trouvait au milieu d'un territoire hostile, avec une troupe épuisée, et que l'ennemi ne fuyait pas, mais l'attendait. L'horizon commença à s'assombrir, non pas de nuages, mais d'une tempête approchante, créée par des milliers de sabots. Des silhouettes commencèrent à se dessiner dans le mirage du désert. Mais ce n'étaient pas ces barbares que les Romains avaient l'habitude d'écraser au corps à corps. Une force s'avançait vers les légions, dont la nature leur était totalement étrangère. Le roulement des tambours de guerre parthes, bas et rythmique, commença à parvenir de loin, instillant l'inquiétude dans les cœurs même des centurions les plus aguerris. C'était le son du marteau qui allait frapper l'enclume. Le chaos commença non par un coup d'épée, mais par le cri des éclaireurs qui revinrent au camp, non simplement effrayés, mais brisés par ce qu'ils avaient vu. Pour la première fois de toute la campagne, la panique saisit le quartier général romain, cascadant des légats aux simples soldats. Crassus, dont le visage avait blêmi de peur, ordonna d'abord de se déployer en ligne large
pour empêcher l'ennemi d'encercler les flancs. Mais une seconde plus tard, il annula l'ordre. Il comprit que la ligne étirée dans le désert ouvert était une sentence de mort, et commanda une formation qui transformait l'armée en une forteresse géante et maladroite. Cette formation défensive de l'infanterie, où les légions resserraient les rangs en formant un carré fermé, tourné vers l'extérieur avec les armes, s'appelait Agmen Quadratum, carré. 12 cohortes se disposèrent de chaque côté du carré. Et au centre, comme dans un coffret précieux, on plaça le convoi, les blessés, et Crassus lui-même, qui s'était caché derrière les dos de ses soldats. Et voilà, quand la poussière se calma un peu, les Romains virent ce qui les attendait devant. D'abord, cela sembla décevant. L'armée ennemie paraissait peu nombreuse et terne, leurs armures ne brillaient pas au soleil, et leurs chevaux paraissaient fatigués. Mais c'était une grandiose mise en scène théâtrale, orchestrée par le génial général Parthe Surena. Sur son signal secret, des milliers de cavaliers jetèrent simultanément les peaux grossières et les manteaux sous lesquels se cachait un acier poli. Le désert s'illumina instantanément d'une lumière aveuglante, réfléchie par les armures écaillées des cavaliers et de leurs chevaux. Ces cavaliers lourdement armés, entièrement enveloppés d'armure avec leurs chevaux, et ressemblant à des tanks vivants, s'appelaient cataphractaires. Leur aspect était si étranger et terrifiant que même les vétérans ayant traversé la Gaule sentirent un froid sueur couler le long de leur dos sous l'armure chaude. Les lances de ces cavaliers avaient l'épaisseur d'un essieu de chariot et pouvaient transpercer 2 hommes d'un coup. Mais avant que les Romains ne se remettent du choc visuel, un assaut sonore s'abattit sur eux. Les Parthes ne criaient pas de hurlements de guerre comme les barbares du Nord. Ils utilisaient une arme psychologique frappant directement les nerfs. De toutes parts retentit un bourdonnement bas et vibrant, semblable à un mélange de grognement bestial et de roulement de tonnerre, qui faisait battre le cœur des hommes de façon désordonnée. Plutarque décrit que les Parthes utilisaient d'énormes tambours recouverts de peau et ornés de sonnailles en bronze, créant une cacophonie provoquant une nausée physique et l'horreur. Ce son était le signal du début du massacre, dans lequel les Romains étaient destinés au rôle de cible dans un stand de tir. Les officiers romains s'attendaient à ce que les cataphractaires se jettent maintenant dans une charge frontale, et ordonnèrent aux soldats d'enfoncer leur pilum dans le sol, se préparant à recevoir l'impact. Mais les Parthes trempèrent à nouveau les attentes. La cavalerie lourde s'écarta, et des cavaliers légers surgirent en avant, commençant à tournoyer autour du carré romain. Ils se déplaçaient à une vitesse incroyable, soulevant des nuages de sable pour masquer leurs mouvements. Et de ce tourbillon poussiéreux s'abattit sur les légionnaires une averse de mort. Les Romains se moquaient des arcs orientaux, les considérant comme faibles. Mais ils ignoraient que les mains de l'ennemi tenaient un prodige technologique de l'époque. Cette arme, collée à partir de cornes, de bois et de tendons, dotée d'une force de tension monstrueuse et d'une puissance de perforation, s'appelait arc composite. Contrairement aux simples arcs européens, les flèches Parthes, tirées à courte distance, ne se contentaient pas de s'enfoncer dans les boucliers. Elles les traversaient, de part en part. Les historiens antiques ont laissé des témoignages glaçants. Les flèches clouaient les mains des légionnaires à leurs propres boucliers, perçaient les côtes de mailles et cousaient les jambes ensemble, transformant les guerriers en poupées impuissantes. Les énormes boucliers romains, scuta, fierté de la Légion, devinrent soudain un piège. Les lâcher signifiait rester sans protection, et les tenir signifiait être crucifié par son propre équipement. Crassus, observant ces hommes tomber un à un, sans contact avec l'ennemi, tentait de conserver son sang-froid.
Il se consolait lui-même, et les officiers, d'une seule pensée. Les Parthes allaient bientôt manquer de flèches. Chaque carquois a un fond, et dès que le tir cessera, les Romains pourront contre-attaquer. Les légionnaires se tenaient là, serrant les dents, enjambant les corps de leurs camarades, et comptaient chaque salve, priant pour qu'elle soit la dernière. Mais le temps passait, et le flot de flèches ne tarissait pas, comme si le ciel au-dessus d'eux s'était troué. Et alors l'espoir se changea en désespoir absolu. Les regards des légionnaires se tournèrent vers les dos des cavaliers parthes, là où, à l'horizon, apparut une file infinie de chameaux. Ce n'était pas une unité de combat, mais un dépôt mobile de munitions, génialement organisé par Suréna. Les archers à cheval galopaient vers la caravane, échangeaient leurs carquois vides contre des pleins et revenaient au carré pour continuer l'extermination méthodique. Comprenant que la défense passive menait à la mort inévitable de toute l'armée, Crassus se résolut à un geste désespéré. Il regarda son fils, Publius Crassus, héros de la guerre de Gaule, et donna l'ordre qui devait soit sauver l'armée, soit hâter la catastrophe. Attaquer à tout prix. Le jeune Publius Crassus, resplendissant dans ses armures comme un dieu de la guerre, fit sortir son détachement des limites du carré protecteur. Et ce spectacle rendit l'espoir pour un instant au cœur des légionnaires épuisés. La terre trembla sous les sabots de 1000 cavaliers gaulois. La cavalerie d'élite, que Jules César lui-même avait donnée à Publius en signe d'amitié et de reconnaissance de ses talents. Ces guerriers, ignorant la peur, se lancèrent avec des hurlements sauvages à la poursuite des Parthes en retraite. Et il semblait que la chance tournait enfin vers Rome son visage. L'ennemi, qui une minute plus tôt arrosait les légions de flèches, tournait maintenant ses chevaux en panique et fuyait dans le désert, soulevant des colonnes de poussière. Mais pourquoi l'armée qui tenait si sûrement l'initiative s'enfuit-elle soudain devant un détachement inférieur en nombre? La réponse à cette question fut la dernière leçon de tactique pour le jeune commandant. Ce que les Romains prirent pour une fuite était une danse mortelle, perfectionnée par des siècles de guerre des steppes. Les Parthes attirèrent Publius de plus en plus loin des forces principales, jusqu'à ce que le camp romain disparaisse à l'horizon. Et ce n'est qu'alors que le piège se referma. La fausse fuite cessa instantanément. Les archers légers se dispersèrent en éventail, et devant la cavalerie gauloise se dressa un mur d'acier. La cavalerie lourde qui se cachait jusque-là dans les plis du terrain. À cet instant, les Gaulois se heurtèrent à une arme contre laquelle leurs longues épées étaient inutiles. Cette lance de cavalerie surlongue et lourde, que le cavalier tenait à 2 mains pour porter un coup écrasant au galop, s'appelait contus. Long de plus de 4 mètres, il permettait au cataphractaire parthe de transpercer l'ennemi bien avant que celui-ci ne puisse porter un coup de riposte à l'épée. Plutarque décrit avec admiration et horreur l'héroïsme des Gaulois. Comprenant qu'il ne pouvait atteindre l'ennemi, il saisissait ses lances à main nue, essayant d'arracher les cavaliers enveloppés de fer de leurs selles, ou mettait pied à terre et se glissait sous les ventres des chevaux ennemis pour frapper les seuls endroits non protégés. Mais le courage ne peut vaincre la physique et la supériorité numérique. La cavalerie gauloise fondait sous les coups de lance comme de la cire au feu, et l'infanterie légère venue avec Publius fut abattue à bout portant. Resté avec une poignée de survivants, blessés à la main, Publius se replia sur une colline sableuse, essayant d'organiser une défense circulaire. Ici se déroula une scène digne de la plume des meilleurs dramaturges. 2 Grecs, connaissant le terrain, proposèrent au jeune commandant de fuir par des sentiers secrets vers la ville la plus proche, tant qu'il en était encore temps. Publius, perdant son sang, regarda ses soldats mourants et répondit de manière à ce que cette réponse entre dans l'histoire. Il n'est aucune mort dont la crainte ferait que Publius abandonne ceux qui périssent par sa faute.
Il comprenait que ses ambitions avaient mené ses hommes à la tombe et décida de partager leur sort. Ne voulant pas être fait prisonnier par les barbares, il ordonna à son écuyer de le transpercer de son épée, choisissant l'honneur plutôt que la honte. Pendant ce temps, dans le camp principal, Marcus Crassus, ignorant le sort de son fils, commença à se ressaisir. Le tir avait cessé, car les Parthes étaient partis anéantir le détachement de Publius, et le général décida que c'était l'occasion d'une contre-attaque, ou au moins d'une pause. Il réorganisa ses forces, espérant que son fils reviendrait bientôt victorieux, car les messagers que Publius avait envoyés pour demander de l'aide avaient été interceptés et tués. Crassus scrutait l'horizon, attendant de voir les bannières familières, mais à la place, il entendit un grondement croissant, plus terrible que n'importe quel cri de guerre. Les Parthes revenaient, et leurs tambours battaient avec une nouvelle force triomphante, annonçant le triomphe. Ce que virent les Romains dans les rangs suivants de l'ennemi avançant brisa leur morale plus vite que des milliers de flèches. En tête de l'armée parthe galopait un cavalier tenant une longue lance, sur la pointe de laquelle était empalée une charge terrifiante. C'était la tête de Publius Crassus, encore récemment riant et plein de vie, maintenant figé dans une grimace de douleur sur son visage. Les Parthes s'approchèrent plus près, hurlant moqueusement des questions. « À qui est ce fils ? Car il est impossible qu'un tel lâche comme Crassus ait engendré un fils si brave. » Ce coup psychologique fut calculé de manière géniale. En voyant la tête de leur commandant bien-aimé, l'armée ne se contenta pas d'avoir peur. Elle mourut moralement avant même que le combat ne reprenne. Pour Marcus Crassus, à cet instant, le monde cessa d'exister. Les historiens écrivent qu'il, toujours si calculateur et froid, traversa les rangs de ses soldats, essayant de les consoler, mais sa voix tremblait. Et les mots selon lesquels c'était une perte seulement pour le père et non pour Rome sonnaient faux. La mort de son fils fit s'effondrer le dernier soutien sous les pieds du vieux général, le transformant en cadavre vivant. Et les Parthes, savourant les faits, bandèrent à nouveau leurs arcs. Maintenant ils savaient, devant eux n'était pas une armée, mais un troupeau de victimes condamnées. Et le soleil commença à décliner vers le couchant, promettant aux Romains une nuit pleine d'horreur et de chaos. Une nuit que peu survivraient. L'obscurité qui tomba sur le désert n'apporta pas le salut aux Romains. Elle ne fit que cacher l'ampleur du massacre, transformant le champ de bataille en un paysage surréaliste issu de cauchemars. Au lieu de l'ordre et de la discipline habituelle dans le camp romain, régnait ce que les auteurs antiques appelaient le cri silencieux. Les soldats n'enterrèrent pas les morts, ne pansèrent pas les blessés, mais restèrent simplement assis, le regard fixe dans le vide, attendant l'aube comme une sentence. Crassus lui-même, brisé par la perte de son fils, gisait sur le sol, enveloppé dans sa cape, devenant le symbole vivant de l'effondrement de tout le système de valeurs romain, où la richesse était considérée comme une garantie de succès. Plutarque écrit que le général, habituellement éloquent, ne prononça pas un mot, jusqu'à ce que ses légats, Cassius et Octavius, prennent la décision à sa place. L'armée devait abandonner le camp et partir de nuit vers la ville de Car. Cette décision entraîna l'une des scènes les plus honteuses et déchirantes de l'histoire militaire romaine. Pour partir discrètement, il fallait laisser ceux qui ne pouvaient marcher. Quand 4000 légionnaires blessés comprirent qu'on les abandonnait à la merci des barbares, le camp se remplit d'un tel hurlement de désespoir et de supplication d'aide que ce bruit sembla fendre le ciel lui-même. La morale militaire romaine, fondée sur le principe « on n'abandonne pas les siens », s'effondra sous le poids de la peur animale. La colonne en fuite ressemblait non pas à une armée, mais à un cortège funèbre, où les vivants pleuraient sur eux-mêmes, entendant derrière eux les Parthes, qui firent irruption dans le camp à l'aube,
achever leurs camarades. Arrivés au mur de la ville de Car, les Romains obtinrent seulement une respite temporaire, mais se retrouvèrent dans un nouveau piège. La ville était pleine de monde, mais dépourvue de réserves de nourriture pour supporter un long siège. Suréna, le chef militaire parthe, le savait et employa une ruse digne d'un renard. Il proposa des négociations, mais seulement pour gagner du temps et encercler la ville d'un anneau serré. Crassus, comprenant que rester dans les murs signifiait mourir de faim, se résolut à une seconde tentative de percée, cette fois vers les montagnes d'Arménie, où la cavalerie ennemie serait inutile. Mais le destin, comme pour se moquer, lui envoya un nouveau guide nommé Andromaque, qui se révéla être un autre agent parthe. Cette étape de la catastrophe est décrite par les historiens comme une « fuite dans un labyrinthe ». Andromaque menait les restes des légions en rond, les attirant dans des marais et des ravins où l'infanterie lourde s'embourbait jusqu'aux genoux dans la boue, perdant ses dernières forces. Dans l'armée romaine, l'acte d'insubordination ouverte envers le commandant, provoqué par le désespoir et la méfiance, s'appelait séditio. C'est exactement ce qui se produisit quand les soldats, épuisés par la trahison et la peur, se mirent à frapper leurs épées contre leurs boucliers, exigeant que Crassus aille négocier avec Suréna, qui était soudain apparu à proximité avec une offre de paix. « Le roi ne veut pas de sang, mais une preuve de votre soumission », criaient les Parthes. Et ces mots sonnaient doux aux oreilles d'hommes qui regardaient la mort en face depuis déjà 2 jours. Crassus tenta de ramener ses hommes à la raison, indiquant les montagnes proches où était le salut, mais personne ne l'écoutait. Les officiers et les simples soldats, ayant perdu tout respect pour leur chef, le traînèrent de force à la rencontre, qui devait être une percée diplomatique. C'était la scène classique où la foule, guidée par la peur, offre son chef en sacrifice dans l'espoir du salut. Suréna accueillit Crassus avec une fausse déférence, mais dans ses yeux se lisait la sentence. Il offrit aux Romains un magnifique cheval avec un mors en or, comme signe de conclusion du traité. Foedus, ce qui dans le droit romain signifiait une alliance sacrée et inviolable. Mais dès que Crassus se mit en selle, les palefreniers parthes se mirent à fouetter le cheval, essayant d'emmener le général en captivité. S'ensuivit une courte mêlée chaotique. Les officiers romains, réalisant le piège à la dernière seconde, tentèrent de reprendre leur commandant. Les épées tintèrent contre les armures, la poussière s'éleva. Et dans cette confusion, un des Parthes, les sources nomment Exatrès, porta le coup qui mit fin à la vie de l'homme le plus riche de Rome. Le corps de Crassus, qui la veille valait plus que toute cette région, resta gisant dans la boue, piétiné par les sabots, tandis que les Parthes victorieux lui tranchaient la tête et la main droite. Les restes de l'armée romaine, privés de commandement, furent en partie massacrés, en partie capturés. Des 40 000 hommes qui avaient franchi l'Euphrate, à peine un quart revint en Syrie. Mais l'histoire de Crassus ne s'acheva pas là. Sa tête tranchée fut envoyée au roi Orodès, qui à ce moment festoyait avec le roi arménien, célébrant l'alliance. Selon le récit glaçant de Dion Cassius, les Parthes décidèrent de donner à Rome une dernière leçon symbolique. Ils fondirent de l'or et versèrent ce métal bouillant dans la gorge de la tête morte de Crassus, prononçant l'épitaphe devenue éternelle. « Tu as soif d'or dans la vie, bois-le donc maintenant à satiété. » Cette scène, où le métal précieux pour lequel Crassus avait sacrifié les légions devint l'instrument de son humiliation posthume, fixa à jamais dans l'histoire l'image de cette guerre comme un monument à l'avidité humaine. La catastrophe fut totale. Rome perdit non seulement une armée, mais son aura d'invincibilité. Les étendards des légions, les aigles sacrés, ornaient désormais les temples parthes, ce qui était une honte indélébile pour la République. Mais tandis que les sables du désert absorbaient le dernier sang,
À Rome, on ignorait encore que cette tragédie deviendrait le catalyseur qui détruirait définitivement la République et enfanterait l'Empire. La mort de Crassus brisa l'équilibre fragile du triumvirat, laissant César et Pompée seuls face à face dans un combat à mort pour le pouvoir. Le monde se tenait au seuil de secousses encore plus grandioses, et les leçons de Cars, écrites dans le sang sur le sable, attendaient que les générations futures les lisent. L'écho de la bataille de Cars ne s'éteignit pas avec le dernier coup d'épée. Il se transforma en glas funèbre pour la République romaine elle-même. Pour 10 000 légionnaires qui avaient échappé à la mort sur le champ de bataille, l'enfer ne faisait que commencer. Au lieu d'une retraite honorable et d'une concession de terre en Italie, les attendait un sort qui, pour un Romain fier, était pire que la mort. La transformation en force de travail anonyme aux confins de l'Écoumène. Pline l'Ancien rapporte que les Parthes ne tuèrent pas tous les prisonniers, mais les emmenèrent à la frontière est de leur empire, dans l'oasis de Margiane, actuel Turkménistan, pour les utiliser comme boucliers vivants contre les nomades huns. Ces hommes, jadis maîtres de la Méditerranée, se fondirent dans les sables de l'Asie, devenant les héros de l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire. Il existe une théorie, basée sur les chroniques chinoises de la dynastie Han, selon laquelle des années plus tard, ces légionnaires vieillis, ayant conservé leur formation unique de carapace de tortue, testudo, combattaient déjà en Chine. Ce phénomène, où des unités entières disparaissaient des cartes, se transformant en fantômes, était lié dans la tradition militaire romaine à la perte du plus haut symbole d'honneur, l'aigle légionnaire. C'est précisément la perte des 7 aigles d'argent des légions qui devint pour Rome une plaie inguérissable, qui faisait plus mal que la perte de 40 000 vies. Cet étendard sacré, image dorée de l'oiseau de Jupiter sur une longue hampe, auquel les soldats rendaient un culte comme à une divinité, s'appelait Aquila. Pour la conscience militaire romaine, l'Aquila n'était pas simplement un drapeau, mais le réceptacle de l'âme de la Légion. La perdre signifiait perdre le droit à l'existence. Pendant des décennies, les socles vides dans les temples de Mars rappelaient aux Romains la honte de Crassus, tandis que les Parthes utilisaient les sanctuaires capturés comme leviers diplomatiques, les agitant à chaque fois au visage des ambassadeurs arrogants de la ville éternelle. Mais les conséquences les plus destructrices de la catastrophe se déroulèrent non pas à l'est, mais au cœur même de Rome. La mort de Crassus détruisit la fragile construction politique sur laquelle reposait la paix dans l'État. Il était ce troisième homme en trop, qui par sa richesse et son influence équilibrisait les ambitions de 2 prédateurs, Pompée et César. Sans Crassus, le triumvirat se transforma en duel où le compromis devint impossible. Cette situation, où l'équilibre politique est rompu par la disparition d'un des piliers, mène inévitablement à l'état que les Romains appelaient bellum civile, la guerre civile.